aujourd'hui, on va parler du plan de maîtrise sanitaire et des bonnes pratiques d'hygiène à mettre en place au sein de votre atelier. Alors moi, oui, il faut que je me présente. Donc moi, je m'appelle Anne Audouin, je suis conseillère hygiène, transformation fermière à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je travaille en fait sur toute la Bretagne. Notamment en faisant un certain nombre de formations, donc toujours dans le domaine du sanitaire. Je fais aussi de l'accompagnement personnalisé, notamment des dossiers de demande d'agrément sanitaire ou des relectures de plans de maîtrise sanitaire. Et puis, je peux aussi intervenir au sein des ateliers, notamment pour faire de la formation auprès des salariés dans les ateliers fermiers. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, moi j'aurais bien souhaité savoir quels étaient le type de denrées que vous transformez ou que vous allez transformer hein, si vous êtes porteur de projet. Est-ce que vous êtes sur des denrées d'origine animale? Est-ce que vous faites de la transformation de produits laitiers ou de la transformation de denrées d'origine végétale? Alors je vous invite à le mettre sur le chat et c'est Nathalie qui va pouvoir me dire ce que vous faites. Alors Samuel est en origine végétale, Yannick est en atelier d'origine végétale aussi. Aussi, d'accord. Voilà. Et les autres personnes pour l'instant n'ont pas répondu. Donc Livia, ou Olivia en lait, par contre. D'accord, très bien. Ouais. Ok. Alors, du coup, on va rentrer donc dans le vif du sujet. Donc, quand on parle de réglementation sanitaire européenne, on parle du paquet hygiène. Donc, le paquet hygiène, c'est une réglementation qui est apparue en 2006. L'idée étant d'harmoniser la réglementation au sein des pays de l'Union européenne. Et le deuxième objectif était aussi de simplifier la réglementation. En termes de règlement, on a trois grands textes que vous pouvez trouver aisément hein, sur le site du ministère. Il y a le 178-2002 qui va poser les grands principes de base sur la sécurité sanitaire. Le 852-2004 qui, lui, va traiter de toute l'hygiène, enfin de l'hygiène de toutes les denrées alimentaires en général, que vous soyez en transformation animale ou en transformation végétale. C'est un règlement qui est court en formation. J'invite facilement les stagiaires à lire notamment une annexe qui décrit l'aménagement en fait, des locaux. Voilà. Et le 853 va concerner donc Livia, puisque en fait, il ne parle que des denrées d'origine animale, et c'est dans ce texte-là également qu'on aura cette notion d'agrément sanitaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les établissements alimentaires, quelle que soit leur production, quel que soit leur volume, sont concernés par ce paquet hygiène. Alors, quelles sont les obligations sanitaires du producteur dans ce cadre du paquet hygiène? C'est avant tout une obligation de résultat. En gros, c'est en fait, montrez-nous la preuve que ce que vous mettez sur le marché, c'est un produit qui est sain. Donc, c'est vraiment de votre responsabilité. Et donc, vous allez devoir vous organiser au sein de votre atelier pour mettre en place un certain nombre de pratiques, un certain nombre de surveillances pour montrer que vous maîtrisez la situation. Alors, évidemment, en fait, enfin, évidemment, que vous soyez industriel ou que vous soyez producteur, transformateur à la ferme, vous êtes concerné par cette réglementation du paquet hygiène. Mais pour les ateliers fermiers, il y a de nombreuses dérogations, des allègements, mais vous avez toujours en fait l'obligation de résultat. Alors, si on parle d'allègement ou d'adaptation, je vous donne quelques exemples hein, pour être un peu plus concret. Au niveau, par exemple, des locaux, vous pouvez travailler sur une salle unique si vous êtes sur des petits volumes, on va dire, mais vous devrez toujours en fait respecter la marche en avant.
Alors, je vais prendre un exemple, hein. Vous travaillez des légumes. Vous avez en fait un petit atelier avec une seule table de travail. Vous allez donc éplucher. Bon, les légumes arrivent dans le labo. Ils ont déjà eu un premier prélavage en fait à l'extérieur du labo. Ils arrivent donc dans le labo. Vous allez donc éplucher vos légumes sur la table. Une fois que cette opération, qui est une opération, on va dire, salissante, vous allez devoir donc nettoyer, désinfecter et rincer cette table pour poursuivre les opérations, par exemple, de découpe. Donc là, vous avez une marche en avant dans le temps. Autre adaptation possible, hein, dans les locaux, c'est par exemple si vous avez des salariés, vous n'avez pas l'obligation d'avoir des toilettes dans l'atelier, mais il faudra mettre à disposition des toilettes donc, à proximité. Dans la plupart des cas, ces WC sont dans la maison d'habitation. Et donc, du coup, là, c'est suffisant à partir du moment où les consignes d'hygiène ont été clairement donc, définies pour le personnel en entrant et en sortant du local de transformation. Donc là, deux petits exemples très simples, hein, d'adaptation possible. On a aussi des allègements qui sont dits documentaires. Par exemple, dans le cadre du plan de nettoyage et désinfection, on vous demande un certain nombre d'enregistrements et toutes les opérations qui vont être journalières, vous n'êtes pas obligé de les enregistrer. On considère que comme c'est systématique, l'enregistrement n'est pas obligatoire. Autre allègement possible, vous avez aussi dans le volet bonne pratique d'hygiène ou bonne pratique de fabrication, le contrôle à réception des matières premières, des ingrédients et des consommables, ou le contrôle à expédition du produit fini. Et ben, écoutez, l'enregistrement, en fait, uniquement des non-conformités que vous allez observer est suffisant. Donc voilà également donc, un autre exemple d'allègement documentaire. Quelles sont les autres obligations pour vous en tant que producteur? Une personne dans l'établissement va être responsable de la mise au point du plan de maîtrise sanitaire. En général, dans l'atelier de transformation fermière, c'est le producteur, la productrice, qui sera du coup aussi l'interlocuteur de la DDBP. Et cette personne responsable du PMS doit recevoir une formation appropriée en ce qui concerne l'application des principes HACCP. Ça, c'est dans les textes. Donc, formation donc, hygiène et HACCP obligatoire. Et si vous disposez aussi de salariés, mais aussi des stagiaires, ces personnes doivent aussi disposer soit d'instructions, soit d'une formation en matière d'hygiène qui est adaptée à leur mission. Quand on parle de formation en matière d'hygiène, ça peut être vous, en tant que responsable, qui la proposez auprès de vos salariés. Pareil, moi, j'invite en fait les producteurs, dans ce cas, à faire une petite attestation qui prouve que ben, votre personnel a été donc formé à l'hygiène. Et puis, vous avez aussi d'autres formations obligatoires et ben, on a parlé de la formation hygiène, mais si vous disposez aussi d'un autoclave, vous avez l'obligation de suivre une formation à la conduite de l'autoclave. Alors, j'en profite, hein, pour vous transmettre cette information si vous ne l'avez pas déjà reçue. C'est que depuis le 1er janvier 2024, il y a eu en fait une réforme, la réforme de la police unique. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir une même autorité pour le contrôle des ateliers donc, qui font de la transformation en denrées végétales et en denrées animales. C'est donc la DGAL qui désormais est responsable de ces contrôles. Alors, pour les ateliers de transformation animale, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui existait précédemment, hein. C'est toujours la DDPP qui va réaliser en fait les contrôles. Par contre, pour les ateliers de transformation végétale, vous étiez contrôlé précédemment
par la DGCCRF, hein, donc l'organisme des fraudes, et qui avait une approche plus loyauté, vérifier qu'il n'y avait pas de tromperie sur la marchandise, donc qui allait plus contrôler l'étiquetage, le poids, la composition. Et donc désormais, en fait, ça va être des agents du SRAL qui vont venir vous contrôler. Et aujourd'hui, il y a des outils qui sont en cours de construction, qui ne sont pas encore complètement finalisés, notamment tout ce qui est modalité de déclaration, hein, des ateliers. Le Vademecum, qui est une grille en fait qui sert à l'inspecteur qui va venir vous contrôler, est également en cours de construction. Tout ça un petit peu sur la base de ce qui existe au niveau des denrées animales. En 2025, au niveau national, il a été décidé que les contrôles dans les ateliers de transformation végétale auraient été ciblés sur les ateliers qui disposent en fait d'activités de pasteurisation et de stérilisation et qui fait suite un petit peu à des accidents sanitaires que l'on a pu entendre dans la presse les mois passés. Donc, si on revient plus sur le point qui nous concerne aujourd'hui sur le plan de maîtrise sanitaire, alors c'est quoi exactement? C'est un support qui va décrire l'ensemble des mesures que vous allez prendre au sein de votre atelier pour assurer l'hygiène et la sécurité sanitaire de vos productions. Vous vous rappelez, hein, la deuxième diapo, j'avais bien précisé que le fabricant est responsable de ses produits et doit s'assurer qu'il met sur le marché des produits sains. Donc, du coup, vous allez devoir en fait mettre dans votre atelier un certain nombre de mesures pour vous protéger ou pour protéger le produit vis-à-vis d'un certain nombre de dangers. Et en alimentaire, ces dangers, on les classe en 3 catégories. Vous avez donc le danger biologique, ça, je pense que tout acteur alimentaire l'a bien en tête. Et donc, c'est comment dois-je m'organiser pour éviter les contaminations donc, de mes produits par des bactéries pathogènes. On pense à la listeria, on pense à la salmonelle, au E. coli, au Clostridium botulinum. Ça peut être aussi vis-à-vis des moisissures. Donc ça, c'est le premier danger bien présent donc, dans la tête des transformateurs en alimentaire. Le deuxième danger, c'est le danger physique. Donc c'est la présence en fait de corps étrangers. Donc ça peut être le cheveu de la personne qui travaille et la charlotte n'a pas été bien mise. Ça peut être la vis du poussoir parce que la maintenance a été insuffisante. Ça peut être également le caillou parce que en fait on récolte des légumes et le lavage à la réception a été insuffisant. Enfin voilà, c'est tout ce qui est corps étranger. Le troisième type de danger auquel il faudra donc se prémunir, c'est le danger dit chimique. Et donc, on pense en particulier aux résidus de produits de nettoyage qui peuvent exister si le rinçage n'a pas été suffisant. Ça peut être également des résidus de produits de lutte contre les nuisibles, si les produits sont mal positionnés, si les produits ne sont pas adaptés à l'alimentaire. Ça peut être aussi des produits phyto, des résidus de produits phyto en fait quand on travaille sur le végétal, ou également des résidus médicamenteux si on travaille sur des productions donc animales. Et alors un autre danger que l'on classe dans la catégorie chimique, c'est la présence d'allergènes. Donc vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser des produits avec des allergènes, mais dans ce cas, en fait, vous êtes dans l'obligation de bien indiquer au consommateur la présence de cet allergène. Alors, soit sur l'étiquette en mettant l'allergène en exergue, soit si vous vantez en vrac, en mettant clairement en fait une petite affichette près du produit pour que le consommateur soit informé à l'achat de la présence de ces allergènes. Toujours, attention, je mets souvent en garde en fait les transformateurs. Très souvent, ils me disent oh, mais nous, on n'utilise pas d'allergènes. Attention, si vous utilisez des épices ou des préparations en fait toutes faites, vérifiez bien dans leur composition
l'absence ou pas de ces allergènes de façon à assurer la traçabilité sur l'étiquette. Ce plan de maîtrise sanitaire, bah, vous avez bien compris, hein, qu'il va être propre à chaque atelier puisque les dangers en fait, vont varier, d'un atelier à un autre en fonction de la production, en fonction de votre organisation. Donc c'est bien un outil qui est propre à vous, qui va vous servir au quotidien et qui va être aussi un outil, on va dire, de dialogue avec, les contrôleurs de l'administration qui viendront donc, sur votre atelier. Alors, pour résumer un petit peu, hein, ce que je viens de dire, vous avez bien compris la démarche, en fait, pour construire son plan de maîtrise sanitaire. C'est un, identifier mes dangers auxquels les produits sont concernés, donc dangers biologiques, physiques et chimiques. Qu'est-ce que je mets en place pour maîtriser ces risques? Et une fois que je me suis organisée, comment en fait je vais surveiller ces pratiques pour m'assurer toujours que les produits que je vais proposer donc à mes clients sont des produits qui sont sains. Donc ce document, lorsqu'il est fait une première fois, eh ben, il va évoluer au fil du temps puisque sans doute que votre gamme de produits va aussi évoluer. Peut-être que votre organisation, l'aménagement de labo vont aussi évoluer et donc ce plan de maîtrise sanitaire évolue en même temps que vos pratiques. Donc, qu'est-ce que je trouve dans mon plan de maîtrise sanitaire? D'abord, dans un premier temps, ce sont donc des locaux qui doivent être bien conçus. On a tout à l'heure parlé de la logique de cette marche en avant. Ce sont des locaux qui doivent être propres avec une bonne ventilation de façon à éviter la présence de moisissures, de limiter l'humidité qui, ben, plus elle est présente, plus elle sera favorable au développement des bactéries et des moisissures avec en fait, ben, des murs qui sont, lisses, nettoyables, avec une légère pente pour, faciliter également l'évacuation des eaux. Donc tout ça pour vraiment, permettre un nettoyage et une désinfection donc, la plus facile possible et vous devez aussi vérifier que le matériel est en bon état, sans, taches de rouille par exemple. Le deuxième point qu'il y aura en fait, à mettre en place dans votre plan de maîtrise sanitaire, c'est tout ce qui est bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Donc c'est quoi en fait les bonnes pratiques d'hygiène? Alors à titre d'exemple et sans forcément être complètement exhaustive, vous allez devoir donc expliciter, hem quelles sont en fait, les consignes d'hygiène, que doivent respecter votre personnel, en termes de tenue, lorsque, il y a, des personnes qui sont malades, lorsque les personnes se blessent, quelles sont les consignes qu'ils doivent respecter? C'est quoi les formations, qu'ils ont reçues notamment en termes d'hygiène? Donc ça, c'est le premier point, le personnel. Le deuxième point, c'est le volet maintenance. Vous avez du matériel qui est sensible, donc quelle est la maintenance que vous allez mettre en œuvre pour vous assurer que le matériel que vous avez dans votre atelier vous permet en fait de bien travailler? Donc si vous avez par exemple, des cellules de cuisson, c'est, comment je vérifie que ma sonde de cuisson, arrive bien à la bonne température? C'est mes frigos, est-ce qu'ils sont effectivement en état de marche? Ma balance, notamment si elle sert aux transactions commerciales, est-elle en fait, contrôlée de façon régulière? Donc ça, c'est également donc, réglementaire et cetera et cetera. Le troisième point, c'est, tout ce qui est plan de nettoyage et de désinfection. Donc vous devez vous assurer que les produits que vous utilisez, ce sont bien des produits qui sont aptes à l'alimentaire et pas aptes à l'élevage. Je l'ai vu ça certaines fois dans certains ateliers, donc bien vous assurer que ce sont des produits donc, à utiliser, en atelier alimentaire. Vous allez devoir préciser en fait la fréquence de nettoyage, les modalités de nettoyage, la concentration du produit et cetera. Autre point important, c'est s'assurer que l'eau que vous allez utiliser dans votre atelier, c'est bien de l'eau potable. Vous avez également donc à gérer le plan de lutte contre les nuisibles, donc rongeurs, insectes, que vous pouvez en fait sous-traiter
ou réalisé par vous-même, mais à chaque fois, obligation de résultat. Ce n'est pas parce que en fait, vous faites appel à un prestataire que vous ne devez pas vérifier l'absence de traces de nuisibles, par exemple. Autre point, c'est comment vous vérifiez que les températures, que ce soit dans les chambres froides ou les températures pour les traitements thermiques, sont bien conformes, soit à des températures réglementaires, soit au barème que vous avez fixé. Euh, un autre point, c'est tout ce qui est gestion des déchets. Donc les déchets, en aucun cas, restent dans les ateliers en fin de fabrication. Ils doivent être évacués de façon régulière et dirigés vers les filières, en fait, lorsqu'elles existent. Les filières dédiées lorsqu'elles existent. Voilà pour tout ce qui est donc mise en place de bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication. Et dernier point aussi, vous avez l'obligation, je l'ai évoqué tout à l'heure, de contrôle de matières premières à réception, matières premières, ingrédients ou consommables, et également donc contrôle des produits finis donc sortis de l'atelier. Voilà pour ce qui est deuxième point, le deuxième point donc qui doit être contenu, décrit dans votre plan de maîtrise sanitaire. Le troisième point, c'est tout ce qui est identification des process à risque. C'est en fait l'application des principes HACCP. Alors, c'est quoi un process à risque, hein? Ce process à risque, ce sont des étapes qui sont essentielles à maîtriser pour être sûr de mettre sur le marché des produits sains. Alors, pareil, à titre d'exemple, ça va être tout ce qui est traitement thermique, donc ça va être le barème de stérilisation via l'autoclave, ça va être la pasteurisation, la cuisson, ça peut être aussi le fumage, ça peut être le refroidissement, ça peut être aussi, je pense à nos deux personnes là qui travaillent dans le végétal, dans le cadre de fabrication de conserves de légumes ou de fruits, la mesure du pH pour vérifier que le produit que vous travaillez a bien un pH acide et qu'il peut subir une pasteurisation. En tout cas, tous ces process que vous allez identifier comme des process à risque, il va falloir en fait qu'ils soient donc surveillés pour s'assurer que le résultat obtenu est bien conforme euh, à ce que vous avez donc prévu et qu'il va pardon, donc le surveiller. Ensuite, enregistrer les résultats et lorsque donc le contrôle que vous faites n'est pas satisfaisant, vous devez mettre en place une action corrective et vérifier le résultat de cette action corrective et du coup également préciser ce que devient en fait ce produit. Donc, vous avez mis en place alors oui, peut-être pour revenir sur la diapo précédente, dans certains, ateliers, il n'y a pas de process à risque. Heu, donc du coup, en fait, hein, cette surveillance de ces process, en fait, du coup, ne seront pas obligatoires, évidemment, dans ces ateliers où on ne trouve pas ces process à risque. Hem En tout cas, donc voilà, vous avez mis en place des bonnes pratiques d'hygiène, des bonnes pratiques de fabrication dans votre atelier. Vous avez identifié des process à risque. Et donc, du coup, euh, toute cette organisation, c'est pour vous la meilleure garantie de mettre sur le marché des produits sains. Vous allez également, dans le cadre de votre process, mettre en place des autocontrôles. Donc, ça peut être des autocontrôles visuels, ça peut être des prises de température, hein, ça peut être aussi prise de pH, la mesure du taux de sucre. Donc, tout ça, ça fait partie de votre plan de contrôle au quotidien. Mais il va falloir néanmoins, pour vous assurer que ce process vous permet d'obtenir des produits donc sains, mettre en place un certain nombre d'analyses. Concernant donc ces autocontrôles, il n'y a pas de fréquence
des fréquences réglementaires qui sont proposées, sauf pour quelques produits à base de viande. Je pense notamment à la viande hachée ou des produits à base de viande. Donc là, il y a une fréquence réglementaire donc à respecter. Mais pour les autres, en fait, il n'y a pas cette fréquence. Donc ça va être vous, en tant que producteur, qui allez donc définir cette fréquence en adéquation avec le volume que vous allez fabriquer, si selon vous, votre produit il est plutôt fragile ou pas. Et donc, on peut aussi estimer que cette fréquence, elle peut varier dans le temps. On peut imaginer qu'au démarrage, vous allez peut-être accentuer les fréquences pour vous assurer. Une fois que vous allez une fois que vous avez vérifié que les résultats sont sains, peut-être abaisser la fréquence. Et puis, lorsqu'il y a un problème à nouveau, réaugmenter la fréquence. Vous pouvez aussi se dire, je vais faire une analyse plutôt sur le produit qui représente le gros de mes volumes ou pourquoi pas plutôt un produit qui vous semble plus fragile que les autres. Voilà, donc ça, c'est à vous en fait d'adapter en fait votre plan d'analyse en fonction de votre activité. Donc, quand on parle de plan d'analyse, alors on parle plutôt de plan d'analyse microbio, même si vous pouvez être amené à faire des analyses physico-chimiques. Mais en tout cas, dans votre plan d'analyse microbio, il y a donc nécessité de faire des analyses de votre produit à J0. Donc là, ça veut dire en sortant de l'atelier pour s'assurer qu'il est sain. Et puis, vous devez également établir en fait une DLC, une date limite de consommation pour votre produit. Si celui-ci il est périssable, c'est-à-dire que il doit être conservé à des températures en fait, on va dire fraîches, donc dans un frigo. Donc là, on est sur des produits à DLC. Et donc, du coup, vous allez apposer une date limite de consommation, mais vous devez aussi être en capacité d'apporter la preuve que votre produit est sain jusqu'à la DLC. Donc là, moi, j'ai tendance à dire que, attention, plus vous mettez une DLC qui est longue, plus vous vous mettez en fait en position de danger. Donc, adaptez bien votre DLC à votre produit. Voilà, et c'est les analyses qui vont pouvoir dire si oui ou non la DLC que vous apposez donc est une DLC donc conforme. Et puis donc autre analyse microbio que vous allez être amené à faire, c'est des analyses en fait qui portent sur l'environnement de travail. Ça correspond donc à tout ce qui est surface de travail et qui va permettre en fait de valider votre plan de nettoyage et de désinfection. Concernant donc les conserves, on ne va pas parler d'analyse microbio, pardon, mais un test de stabilité. Donc en fait, c'est mettre les conserves, quelques conserves dans les tubes et voir leur comportement et en fonction du comportement, donc valider ou pas le test de stérilisation. En tout cas, tous ces comptes rendus d'analyse doivent être stockés dans le plan de maîtrise sanitaire. Et puis, lorsque les résultats ne sont pas satisfaisants, vous devez là aussi mettre en place des actions correctives et vérifier que ces actions correctives donc, sont suffisantes pour pouvoir à nouveau proposer sur les marchés des produits sains. Donc, dernier point, on a vu les 3 premiers points, hein, des locaux bien conçus, les bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication, l'identification des points à risque, leur surveillance et la mise en place d'un autocontrôle. Et enfin, pour terminer ce plan de maîtrise sanitaire, il faut donc intégrer cette notion de traçabilité et de gestion des produits non conformes. Donc, en termes de traçabilité, là encore, c'est le producteur qui doit définir sa traçabilité. C'est lui qui doit définir ce qu'il entend par lot. En tout cas, l'objectif de cette traçabilité, c'est que vous soyez en capacité d'identifier vos fournisseurs. On va parler là de traçabilité amont, d'identifier aussi vos entreprises clients. Donc là, on parle de traçabilité aval et d'être en capacité de retirer les produits non conformes si jamais, en fait, vous vous rendez compte que les produits que vous avez mis sur le marché, ce sont des produits qui sont dangereux pour les consommateurs. On va prendre l'exemple d'un fournisseur, de votre fournisseur d'épices, s'il vous appelle en vous disant
la semaine dernière, le lot que je vous ai fourni, il est toxique, il faut absolument retirer ces produits qui contiennent cette épice. Donc vous devez être en capacité d'identifier les produits qui ont reçu ces épices. Soit ils sont toujours dans l'entreprise et auquel cas vous les bloquez, soit ils sont déjà partis et auquel cas vous devez rappeler vos clients pour les alerter et leur dire de ne pas les consommer. Voilà. Alors, cette traçabilité aval, elle est vraie pour les clients, c'est-à-dire lorsque vous vendez vos produits à des intermédiaires, un restaurateur, à une supérette. Si vous vendez à un consommateur, évidemment que vous n'avez pas l'obligation de retenir tous les noms de vos consommateurs, mais si vous allez vendre en fait vos produits en fait sur le marché, le jour où il y aura un produit non conforme, il faudra mettre une affichette sur le marché précisant donc au consommateur que le produit acheté en fait la semaine précédente est à ramener car non conforme. Bien souvent, il sera déjà consommé, mais en tout cas, voilà en fait les obligations que l'on vous demande de faire, que l'on vous demande de respecter. Donc pour terminer, en fait, la gestion des non-conformités, hein, je l'ai déjà un petit peu évoqué. On va parler d'alerte sanitaire, hein, le fait d'avoir en fait des produits qui sont dangereux. Donc on en entend régulièrement parler hein, dans les médias. Et qu'est-ce que vous devez faire? Ben, déjà, dans un premier temps, c'est de notifier auprès des services sanitaires via le CERFA 16243. Et c'est le premier exploitant qui a connaissance du danger qui doit en fait avertir les services sanitaires. L'objectif, c'est de bloquer et d'éliminer les produits donc concernés, d'informer vos clients directs, et puis également d'informer les consommateurs avec le site rappel.conso.gouv.fr. Je vous ai mis quelques exemples dans la diapo suivante. Et puis, bien évidemment, rechercher donc rapidement les causes de cette dérive et mettre en place les actions correctives. Donc là, quelques exemples hein, sur le site rappel.conso.gouv.fr. Là, j'ai identifié en fait une saucisse Figatellu qui fait l'objet d'un rappel du fait de la présence de salmonelle. Le panier de fruits et légumes, donc qui a en fait un problème d'éléments en fait de petits éléments détachables. Donc rappelez-vous, danger en fait là physique, alors que Figatellu c'était sur un danger donc biologique. Et puis cette conserve curry de légumes où là en fait il y a une substance allergisante qui n'a pas été donc déclarée. Donc là on est sur un danger chimique. Vous pouvez aller faire les curieux sur ce site, heu, voilà, où on voit toutes sortes de types de rappels. Alors pour vous aider, hein, vous avez des GBPH, des guides de bonnes pratiques d'hygiène, hein, qui sont gratuits, qui sont accessibles sur le site du ministère. C'est un document qui a été rédigé par et pour les professionnels et qui ont été validés par les pouvoirs publics, qui vont en fait vous aider à rédiger aussi votre plan de maîtrise sanitaire avec un descriptif des bonnes pratiques d'hygiène, une analyse des dangers et puis donc aussi la définition des mesures de maîtrise à mettre en œuvre. Et puis donc, il y a toute une liste hein, qui existe. Alors, j'ai pas mis toute la liste hein, parce qu'elle est nombreuse et puis elle est de plus en plus importante, avec néanmoins quand même plus de GBPH pour les productions animales. Voilà, on a un guide sur la charcuterie artisanale, on a aussi un guide sur la conserverie végétale, etc., etc. Bon, ils sont parfois, quelquefois un petit peu âgés, quelquefois un peu plus adaptés aussi sur des outils industriels, mais ils sont gratuits et donc voilà, je vous invite quand même à aller faire les curieux sur le site du ministère, bon, sachant que votre activité n'est pas obligatoirement couverte par un GBTH. Voilà. Donc en conclusion, hein, je pense que j'ai largement dépassé mon temps. Le plan de maîtrise sanitaire, vous l'avez bien compris, il est obligatoire pour tout acteur alimentaire. Il est évolutif, il est à personnaliser, donc à adapter à votre process. Il va être plus ou moins complexe selon le process que vous allez utiliser dans votre atelier.
Et puis donc, vous, en tant que producteur fermier, avec des petits volumes et en général un effectif réduit, vous pouvez en fait bénéficier de la flexibilité. Pour conclure, je dirais que vous pouvez aussi vous faire accompagner, hein. La chambre d'agriculture propose un certain nombre de formations, donc euh, et par type de fabrication, hein, sur la réglementation au circuit court, sur la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire et également sur l'aménagement d'un laboratoire de transformation. Donc, toutes les formations sont indiquées sur notre site formation, hein, www.formation-agriculteur avec un s.com. Et puis, donc, on peut aussi vous accompagner de façon personnalisée.